Bonsoir à tous et bienvenue sur NCI. Ce soir, comme vous pouvez le remarquer, un petit peu de changement pour la télé d'ici. Exceptionnellement, je remplace notre très cher Cheikh Ivan, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement au nom de toute l'équipe d'NCI. Dans la télé d'ici, ce soir, on va parler de toxicomanie. Qu'est-ce que la toxicomanie? Quelles sont les causes, les conséquences? Comment soigner et lutter durablement contre la toxicomanie? Avec nos deux spécialistes en plateau, Dr Samdi Djebi, médecin-chef directeur des opérations à la Croix-Bleue, et Dr Koné Adama, psychiatre et psychothérapeute. À mes côtés, tout au long de l'émission, on va aussi retrouver Pierre, jamais sans sa loupe. Pierre qui s'intéresse ce soir à certains CV, certaines personnalités politiques. Je n'en dis pas plus, il va tout nous révéler. Et puis, on terminera avec un petit peu de détente, un petit peu de danse avec le volet artistique, avec un live du groupe Phénomène, les Real Boys. Merci de nous avoir choisis. Installez-vous confortablement. Vous êtes sur NCI, dans la télé d'ici. Ce soir sur NCI, dans la télé d'ici, pour parler d'un sujet lié à la dépendance, la toxicomanie, avec Dr Samdi Djebi, médecin-chef, directeur des opérations à la Croix-Bleue, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, et avec aussi Dr Koné Adama. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir, Lindsay. Deuxième fois sur le plateau de la télé d'ici. Deuxième fois. Comment ça va? Ça va bien. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Alors, est-ce que vous êtes interpellé par les questions liées à la toxicomanie? C'est vrai que c'est un sujet de société, on en parle beaucoup, on a souvent dans l'entourage des personnes qui en sont victimes, alors je pense que c'est une super occasion d'en parler. Ouais. Docteur, qu'est-ce que la toxicomanie, déjà, pour démarrer? D'accord, merci Lindsay. Mais pour que les téléspectateurs comprennent bien ce que c'est que la toxicomanie, il faut partir même déjà des conduites addictives. Une addiction, c'est quoi? Parce que la toxicomanie n'est qu'une forme de conduite addictive. N'est qu'une forme d'addiction. C'est une forme d'addiction. Mais une addiction qui est spécifique à des substances. Parce qu'il y en a deux sortes. Il y a l'addiction comportementale, qui n'a rien à voir avec les substances. Et puis il y a l'addiction à des substances, qu'on appelle la toxicomanie. Alors, il s'agit simplement d'un comportement. Un comportement qui a des caractéristiques. Alors, ce comportement peut procurer du plaisir ou bien ça peut mettre fin à un malaise. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, vous n'arrivez plus à contrôler le comportement. Troisième caractéristique, vous savez très bien les conséquences, vous connaissez très bien les conséquences qui sont liées à votre conduite. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de consommer. Il y a d'autres caractéristiques, parce que la personne va se désinvestir de tout ce qui est utile pour lui, comme les loisirs, les occupations, pour les activités qui ont un lien avec la recherche et la consommation de la substance. Donc, c'est essentiellement les caractéristiques qui vont, les éléments qui vont caractériser la toxicomanie. Donc, ce n'est rien d'autre que la dépendance à une substance, ce n'est rien d'autre que la conduite addictive à une substance. Donc, ça peut être aussi bien de la drogue comme de l'alcool? Ou oui. À toute substance? Toutes sortes de substances illicites, toutes sortes de substances qui peuvent être nocives pour l'organisme.
Alors, on a peut-être envie de dresser un petit état des lieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est particulièrement touchée par la toxicomanie aujourd'hui sur un plan africain ou mondial? Est-ce qu'on se situe? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la toxicomanie est un problème de santé publique. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau. Et je me souviens, lors de la dernière émission, je disais ici qu'un tiers de nos consultations en 2018 était consacré à la toxicomanie. J'ai bien dit un tiers. Et je viens des soutenances. Les résultats, vraiment, c'est alarmant. C'est alarmant. Nous avons affaire à des polytoxicomanes. Et À des polytoxicomanes? Polytoxicomanes, Qu'est-ce que ça signifie? des gens qui sont addicts à plusieurs substances en même temps. Voilà, ils utilisent plusieurs substances en même temps. Et ça varie en fonction des milieux. Quand vous prenez les jeunes qui sont dans le milieu du transport, les apprentis ou tout ça, mais dans la matinée, c'est des stimulants. Parce que les drogues aussi sont classées. Si on a le temps, peut-être qu'on rentrera dans ces détails-là. Voilà. Le matin, ils ont besoin de travailler. Donc, ce sont des stimulants qu'ils vont prendre. Du matin jusqu'au soir. Peut-être que quitte à renouveler la dose chaque heure, chaque 2 heures, jusqu'en fin de journée. En fin de journée, on a besoin de se reposer. Ils vont prendre des substances pour faire baisser. L'excitation. Voilà, l'excitation, pour pouvoir dormir. Puisque le stimulant, il est insomniaque, tout ça. Hein, il donne du tonus, tout ça. Donc, il faut faire baisser. Non, ne serait-ce que ceux-là. Voilà. Donc, on a affaire de plus en plus à des polytoxicomanes, comme je l'ai dit. Est-ce que dans le temps, on avait affaire à des polytoxicomanes ou alors c'était uniquement des toxicomanes? Est-ce que vraiment ce phénomène de polytoxicomane, avec le temps, devient de plus en plus important? Puisque c'est maintenant que nous menons des études, voilà, au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des polytoxicomanes. Voilà. C'est ce qui est, parce que si vous partez sur une seule substance, vous passez à côté. Voilà. Quand vous interrogez bien, vous examinez bien la personne, vous vous rendez compte que vous avez affaire à plusieurs substances. Et dans la prise en charge, c'est très important. C'est très important dans la prise en charge. Parce que quelqu'un qui est dépendant d'une seule substance, accompagner la personne, ça ne demande pas les mêmes efforts que quelqu'un qui est dépendant à plusieurs substances. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes docteur à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Quelles sont les différentes formes de toxicomanie? Les différentes formes de toxicomanie, bon, je ne comprends pas bien la question, mais bon. Tout à l'heure, vous parliez justement, il y a donc les stimulants. Oui, les différentes formes de drogue. Voilà. Les drogues, il y a plusieurs classifications. Ça dépend de ce que nous recherchons. Voilà. On a des stimulants qui ont leur chef de file, qui est la cocaïne, tout ça. Ensuite, vous avez les perturbateurs, les hallucinogènes. Voilà. Les jeunes gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui veulent fuir à un moment donné la réalité du moment. Voilà. Ça va expliquer aussi les causes. Voilà. Ça, ce sont les hallucinogènes. Leur chef de file, c'est le cannabis. Voilà. Et puis, il y a le dépresseur. Le dépresseur, c'est tout ce qui est l'héroïne, la morphine et leurs dérivés. Voilà. Donc, ce sont les 3 grands groupes que nous trouvons essentiellement. Voilà. Donc c'est intéressant parce que quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que c'était un problème de santé publique. Donc ça veut dire, dès l'instant où on passe la catégorie problème de santé publique, ça veut dire qu'il y a une grande frange de la population qui est concernée. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes dans le transport. Est-ce qu'on identifie les différentes couches sociales ou les personnes qui sont les plus enclines à tomber dans la toxicomanie? D'accord. Je pense que c'est une question très intéressante. Et vraiment, je profite, peut-être que j'aurais dû le faire au début, de l'antenne pour dire merci à NCI pour l'opportunité qu'on nous donne pour nous adresser à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Toutes les catégories sont touchées. Et aujourd'hui, les chiffres que nous avons sont alarmants. Alarmants. Pourquoi? Parce que l'avenir du pays repose sur la jeunesse, sur les élèves, sur les étudiants. Mais quand on fait une étude, c'est que plusieurs raisons peuvent expliquer les résultats. En tout cas, on peut trouver plusieurs raisons pour pouvoir expliquer les résultats. Mais quand on fait une étude et puis on trouve que la majeure partie de nos usagers sont des élèves et des étudiants, et que plein ont été déscolarisés pour cette raison, ça fait froid dans le dos. Ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire dans la prise en charge
en passant par la prévention. Vous avez un tiers de vos consultations donc, qui concernent la toxicomanie Oui. et vous trouvez dans les chiffres Oui. qu'il y a énormément de jeunes. De jeunes, de 15 à 24 ans, c'est le pic. Voilà. Et en tout cas, Et qui consomment Plus toutes de- sortes de substances. oui, toutes sortes de substances. Toutes sortes de substances. Voilà. Et Maintenant, ça peut être dû au fait que, parce que la demande de soins, en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur la demande de soins. Il y a des gens qui, il y a des personnes, lorsqu'elles développent des maladies, vous savez, l'interprétation culturelle va guider les choix de prise en charge. Voilà. Peut-être qu'elles ne viendront pas forcément à l'hôpital, voilà, mais peut-être pour des intellectuels, se disent que, mais tiens, il faut aller à l'hôpital. Voilà. Peut-être que les autres ne viennent pas à l'hôpital, il y a tout cela qui peut expliquer cela. Ouais, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, le constat que nous faisons, vraiment l'école est en danger. Il faut sauver l'école ivoirienne. Est-ce qu'on sait dire peut-être pourquoi cette catégorie de personnes, des jeunes, donc vous avez dit entre 15 et, Entre 15 et 24 15 et ans. 15 et 24, oui. est-ce qu'on sait dire aujourd'hui pourquoi ce sont ces jeunes-là qui représentent le plus gros chiffre des patients que vous avez? Qu'est-ce qui est identifié dans les comportements, dans l'accès aux drogues qui serait facile peut-être? Là, peut-être que nous allons entrer directement dans les facteurs, Dans les du risque, causes, ouais. dans les causes. C'est cela? Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Donc, on rentre Oui. directement dans les causes. Alors, comprenez que la toxicomanie, c'est une interaction entre trois éléments. Il s'agit d'un individu qui prend une substance dans un environnement. Donc, que ce soit les facteurs de risque, on va chercher au niveau de l'individu, on va chercher au niveau de la substance, on va chercher au niveau de l'environnement. Que ce soit la prise en charge, ce sera la même chose. C'est là qu'il faut regarder. Voilà. Concernant l'individu, on a parlé de l'âge. Alors, comme vous constatez bien, ce sont des adolescents. On commence à l'âge d'adolescence. L'adolescence, c'est une période de transition. C'est un enfant qui devient adulte. Il passe par un remaniement. Et cette période, elle réussit à 90% des enfants. Il n'y a que 10% qui font des crises d'adolescence. C'est une crise qui est normale. Mais le hic, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'adolescent en crise, qui est différent de la crise d'adolescence. Et quand l'adolescent est en crise, il a tous les moyens pour se faire entendre, quitte à utiliser des substances. Il y a la curiosité, en tout cas à cet âge-là, tout ce qui peut... Ça, c'est... On a su l'individu. Voilà. Il y a les problèmes de connaissance. Les jeunes gens, peut-être, n'ont pas suffisamment d'informations sur les, comment on appelle ça, les drogues. Il y a des maladies. Ça peut être une maladie physique, des maladies physiques chroniques que certains jeunes gens ont, que certaines personnes ont, qui peuvent les amener à utiliser. Ça peut être aussi des troubles psychiatriques, des problèmes de personnalité. Vous avez des personnes des gens qui ont des problèmes de confiance en soi, en tout cas, des troubles de la personnalité qui peuvent expliquer le fait que les jeunes gens vont utiliser des substances. Maintenant, je vais laisser l'individu, je vais venir encore sur l'environnement. L'environnement, il y a un problème encore. Je vais insister sur ça. Je pense que même presque pour ça seulement, on pourrait passer même toute l'émission. Oui. Parce que, avant d'arriver en psychiatrie, moi, je pensais que la famille avait des fonctions. Et une des fonctions de la famille, c'était de protéger La protection. L'individu, l'enfant. les membres de la famille. Est-ce qu'on peut protéger partout finalement Non, mais Est-ce que la famille ne doit peut pas intervenir, échapper, finalement, quand même, ne doit pas vraiment à des fonctions. Voilà, le minimum, je prends la procréation, la protection, la socialisation. Et puis surtout, tout entre ça. 15 et 24 ans, la Voilà. famille, quand même, a Voilà. ce rôle-là. un Voilà. grand rôle. On a cru à un moment donné, je parle du commun des mortels, que les problèmes de drogue, de toxicomanie, c'était une histoire d'enfants de la rue. Mais moi, je viens de voir une étude où, mais là, vous avez près de 80% des usagers de drogue vivent avec au moins un parent. Et que la dynamique familiale poussait souvent les enfants à la drogue. Vous allez prendre aujourd'hui 100 enfants, 100 adolescents qui prennent la drogue. Souvent, les parents vivent ensemble, mais Peut-être qu'ils ne remarquent pas que l'enfant prend de la drogue. parce que
La drogue n'est pas un problème pour les enfants. C'est une solution. C'est une solution. Donc, peut-être qu'on doit leur expliquer cela pour dire que la solution que vous avez, elle n'est pas la bonne. Mais encore, il faut identifier le problème. Voilà. Parce qu'il ressort de certaines études qu'il y a des conflits entre les deux parents souvent. Et ces conflits ont une répercussion sur l'enfant. Ça, c'est quand les deux parents même sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, mais vraiment, ce qu'on présente aux enfants, vraiment, n'a rien d'admirable. Donc en gros, il y a un lien entre la santé mentale et la toxicomanie. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est... Maintenant, deuxièmement, il y a des familles reconstituées, il y a des familles recomposées. On se sépare, et puis, je crois, on balance les enfants entre les uns et les autres. Et dans ces études encore, il y a certains qui sont même carrément dehors. Voilà, mais tout ça du fait de la dynamique familiale. Voilà. Donc, la famille vraiment a un rôle très important à jouer. La famille a un rôle très important à jouer dans l'environnement. Dans l'environnement également, il y a la disponibilité des produits. Il y a toutes les publicités que nous faisions autour des substances, en disant que cette substance, elle est douce, celle-là, elle est, je ne sais pas comment dire ça. Elle est plus forte, voilà, c'est une drogue dure. Voilà, elle est dure, celle-là, elle est légère. Tout cela, il y a toute la politique gouvernementale autour de la lutte contre la substance. Voilà. Je veux dire que l'un dans l'autre, vraiment, on a assez de facteurs de vulnérabilité qui prédisposent les jeunes gens ou les sujets à l'addiction. On parle principalement donc de jeunes, mais à partir de quand une personne, un jeune, est considéré comme toxicomane, comme addict? À partir de quand est-ce qu'on fait justement le basculement? Alors, je pense que l'usage de la drogue est une infraction. La dépendance est une maladie. Et une maladie, il y a des instruments de diagnostic. Je vous ai déjà donné quelques caractéristiques du comportement. Donc, lorsque nous recevons quelqu'un, ce sont ces éléments que nous allons chercher pour voir si elle est dépendante ou elle n'est pas dépendante. Voilà. Un élève qui n'arrive plus à se concentrer, qui va sortir de la classe peut-être 3 fois, 4 fois, pour pouvoir aller vraiment satisfaire à un besoin. Avant de revenir, il ne pourra pas suivre correctement les cours. Voilà. Il ne joue plus au ballon. Le ballon, ce n'est même plus son problème. Je dis la distraction, ce n'est même plus son problème. Mais tout ce qui le préoccupe, c'est plus des activités en lien avec comment avoir un toxique, comment consommer ce toxique. En dépit des conséquences que lui-même il sait, des conséquences sur le plan médical, il sait. Voilà. Sur le plan judiciaire, il sait. J'en passe. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous sur NCI dans la télé d'ici. D'ici quelques minutes, on s'intéressera encore aux causes, on parlera des conséquences. La loupe de Pierre arrive, mais avant, on fait une petite pause sur NCI. Sur NCI, dans la télé d'ici, pour parler de toxicomanie ce soir avec nos deux invités. Mais avant, on se tourne vers Pierre pour la loupe. C'est la loupe de Pierre. Alors, est-ce que vous avez déjà rédigé un CV ou regardé des CV dans le cadre professionnel? La question ouverte à tout le monde, l'INSEE, oui, nos invités. Oui? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui est important pour vous, le fond ou la forme? C'est déjà la forme. La forme, d'accord. On est bien d'accord. Alors, étant donné que hier, on recevait le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, on a notamment parlé d'emploi, de recherche d'emploi. Et qui dit emploi dit CV. Du coup, je me suis demandé à quoi ça pouvait ressembler le CV d'un ministre. Je sais, c'est une idée farfelue, mais c'est très bien parce que tout le monde peut avoir accès à cette information pour jeter un coup d'œil. Les CV des ministres sont disponibles sur le portail officiel du gouvernement et on se demande du coup si certains CV sont passés par les mains du président pour être étudiés. On imagine que oui. Enfin, alors
Ils n'ont pas tous leur CV, mais en tout cas, une majorité de CV sont présents. Et le premier constat, c'est que ce n'est pas forcément très uniforme. On a plusieurs versions qui vont se retrouver sur le portail du gouvernement. D'abord, il y a ceux qui se la jouent plutôt version officielle, gouvernementale, avec un format plutôt sous le type de la biographie, assez digeste. Ici, on a les versions, par exemple, de Sidi Tiemoko Touré. Et on va même apprendre quelques petites anecdotes à l'intérieur. Il a un surnom. Eh bien, c'est le Special Assistant du président de la République. On se l'a fait un peu à l'anglaise. Alors, il y a aussi d'autres CV, comme celui du ministre Adjoumani, qui est pas mal. Donc, on a une version scannée avec une police un peu type Halloween, bicolore, sans trop de cohérence. Et dans les centres d'intérêt, finalement, il n'y a pas de surprise. Le ministre de l'Agriculture, eh bien, il adore l'agriculture, la production animale, la pêcherie. On n'est pas dans la surenchère. Surprise. Alors, il y a un autre CV qui tire son épingle du jeu, pas dans le bon sens du terme, mais ça reste mon préféré, du coup, puisqu'on s'attache à la forme, mais c'est celui de Candia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, toujours en version scannée, noir et blanc, avec une photo au final qui ressemble un peu à un dessin à l'encre chinoise. On n'arrive pas. Vous êtes dur. On n'arrive pas à distinguer, et ça donne pas trop envie. Moi, je trouve, si je suis un recruteur, eh bien, je prends pas ce CV. Alors, il y a un autre CV, celui d'Anouloto, par exemple, qui, en toute fin, fait une mention, information supplémentaire. Moi, j'adorais cette partie. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, ses enfants, donc les enfants de la ministre, son père, sa famille religieuse, c'est son jardin secret. D'accord. Madame la ministre tient sa famille à l'écart de l'univers de la politique. Jusque-là, tout est raisonnable. À l'opposé des tumultes liés à sa fonction, Anne Désirée Oloto trouve dans la famille et l'Église le refuge de tranquillité d'où elle puise les ressources nécessaires pour les batailles de demain. On a envie de se jouer un petit Alléluia. Top. Alors, on pourrait continuer comme ça encore longtemps. On a beaucoup de CV, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vous invite du coup à aller jeter un petit coup d'œil sur le portail du gouvernement. C'est une ressource publique avant qu'il y ait une mise à jour sûrement par le gestionnaire un peu flemmard, peut-être qui sait, du site du gouvernement. Si vous avez aussi bien envie de regarder les qualifications de vos ministres, parce qu'il y en a qui sont hyper qualifiés et que ça peut être intéressant à regarder comme parcours, ça peut inspirer. En tout cas, on ne vous les recommande pas, ces CV, comme modèle dans la forme pour votre recherche d'emploi. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Je vous trouve un petit peu dur quand même. Peut-être un peu dur, mais on se dit qu'on est sur un portail de gouvernement, qu'on a des ministres qui sont peut-être des modèles et qu'on s'attend à avoir des versions un peu... Moi, par exemple, mon CV ressemble au premier CV que vous avez montré, vous voyez. Donc au premier CV, oui. Donc la version classique Tout à fait. Voilà, on est bien d'accord. C'est ce qu'il faut présenter, en tout cas. Il faut que ça se rapproche de ça. Merci beaucoup, Pierre. Vous êtes toujours sur NCI, dans la télé d'ici. Et ce soir, on parle toxicomanie avec Dr Samdi Djebi, médecin-chef des opérations à la Croix-Bleue, qui vient juste de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, Lindsay. Et docteur Koné Adama, psychiatre, psychothérapeute. Rebonsoir. Et depuis le début de l'émission, donc on a parlé principalement des causes de la toxicomanie. On a parlé aussi de la définition de la toxicomanie. Est-ce que l'on connaît les chiffres en Côte d'Ivoire ? Combien de personnes souffrent de troubles liés à la toxicomanie ? Merci beaucoup, Lindsay. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre donc, sur ce plateau. Bonsoir. On va dire qu'il est difficile à l'heure actuelle de fournir des statistiques sur les drogues pour plusieurs raisons. Déjà, les drogues représentent un tabou. Les drogues représentent quelque chose d'intime dans leur utilisation. Et les drogues restent véritablement dans la sacoche de tout ce qui est illicite. Et donc, il est difficile de mener des études sur la consommation de drogue. Il faut le faire. Ce qu'on sait, c'est que sur des drogues licites, comme le tabac et l'alcool, des études ont été menées en bonne et due forme. Et là, nous avons des reliques quand même de chiffres, quoique il n'a jamais été question d'une étude globale nationale. Il y a des études sectorielles, mais il n'y a pas d'étude globale qui puisse
intéresser toute la population. Donc c'est assez compliqué finalement C'est assez compliqué. d'avoir des chiffres précis. Bien, la catégorie, donc finalement, on aurait des drogues qui sont licites, donc qui sont commercialisées, comme le tabac et l'alcool, et des drogues donc illicites. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs classifications donc, de drogues. Au plan médico-légal, justement, donc, il y a les drogues licites, qui sont donc les drogues que nous rencontrons couramment, qui sont tolérées, on va dire, qui sont donc vendues un peu partout dans les beuveries, en bordure de route. C'est le tabac, c'est l'alcool. Et par contre, il y a d'autres drogues qui sont dites illicites, dont la production, l'utilisation, la vente, l'importation, même la consommation constitue un délit. Et ces drogues-là sont donc celles pour lesquelles il est difficile de mener, à l'heure actuelle bien sûr, des études. Et aujourd'hui, c'est un problème de santé publique, donc ça veut dire qu'il y a quand même un accès grandissant à ces types de drogues. Est-ce que c'est le constat que vous faites ? Je partage ce constat. Les drogues sont consommées depuis la nuit des temps et avec une effervescence, j'allais dire, plus accrue. Chez nous, particulièrement en Côte d'Ivoire, en période de guerre et tout, quoique nous sommes maintenant en période de paix et de réconciliation. Et c'est ça, donc il y a ce charme-là des drogues qui fait que, vous voyez, c'est un sujet qui sort un peu du cadre habituel. C'est vrai, on a accès aux drogues pour la consommation, mais les lois qui devaient nous faire partir plus vite sont encore en production, sont encore en validation. Sur la question des drogues, pour le moment, la seule loi qui est valable, c'est la loi de 1988 qui dit que l'usager de drogue et même celui qui veut l'aider en sortie sont des complices, tout simplement. Donc il y a des projets de loi qui sont en train d'être travaillés au niveau de l'Assemblée nationale. On espère que quand tout cela va aboutir, ça nous donnera un peu plus de liberté pour entrer dans la profondeur de ces questions-là. Quel est l'effet recherché par l'individu qui va consommer de la drogue, de l'alcool ou d'autres substances? Est-ce que c'est plus pour un relâchement, par exemple, de la pression nerveuse? Est-ce que c'est plus une sensation agréable? Quel est l'effet recherché? Alors, on va dire que l'effet recherché va dépendre de à quel stade l'individu se retrouve. Parce que la consommation de drogue, c'est toute une histoire naturelle. On commence généralement de la même façon, on fait le milieu de la même façon et on termine de la même façon. Alors, quand on est dans ses débuts, c'est généralement la recherche d'un passeport, comme on dit généralement dans le milieu des jeunes, puisque c'est là que ça commence. On a souvent, donc, on veut copier un modèle, on veut rejoindre un groupe. Et généralement, quand on n'est pas aux substances, on s'en sort avec un sobriquet de faiblesse et tout et tout. Et donc, ce qu'on recherche d'abord, c'est appartenir à un milieu, chez les jeunes essentiellement. Et quand on va un peu plus loin, on commence, on est débutant, mais après, les drogues, les différentes consommations ont leur signification. Il y a ce qu'on appelle la dose de compagnie, il y a la dose de la chaleur, il y a la dose des retrouvailles, il y a les doses classiquement de la sanction, c'est-à-dire on a fait quelque chose qui n'est pas bien et tout de suite on a envie d'allumer une cigarette. Il y a aussi la dose du plaisir, il y a la dose de la récompense, etc. etc. Et quand on évolue, donc encore un peu plus dans notre propre histoire de consommateur, ça change. On va jusqu'à utiliser les drogues pour des raisons thérapeutiques. On a une rage dentaire, on sait que c'est la codéine qui soulage cela, etc., etc. Donc il y a plusieurs raisons, ça dépend de à quel niveau on se situe dans son histoire naturelle de consommateur. Et quelles sont les conséquences, justement, que ce soit par exemple sur le plan neurologique, docteur? Les conséquences sont variées. Voilà, les conséquences, généralement, nous on dit les conséquences sont médicaux. Sur le plan médical, on a des conséquences. Sur le plan social, on a des conséquences. En tout cas, on les sépare bien.
Voilà. Sur le plan médical, il y a tout ce qui est somatique, c'est-à-dire la santé physique, voilà, concernant l'individu. Je prends l'exemple pour les drogues qui sont fumées. Toute la voie aérienne peut être atteinte. On peut avoir un cancer de la langue, un cancer de l'œsophage, un cancer des poumons. Quand on prend l'effet des drogues sur la reproduction, c'est des risques d'avortement spontané, c'est des risques de GEU multipliés. Enfin, il y a plusieurs risques. Voilà, ça peut avoir des conséquences sur la sexualité? Sur la sexualité, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, sur le plan médical, en tout cas, on en a plusieurs. Ça, sur le plan. Maintenant, sur le plan psychologique également, voilà, on peut arriver jusqu'à la dépendance. La dépendance, je dis que c'est un trouble du comportement. Voilà. Et c'est le moment quand on arrive là, il va falloir également voir des spécialistes pour se faire aider. Sur le plan environnemental, ce sera des conflits à des points infinis au sein des familles. Ça va même éclater la famille. Voilà. Sur le plan social, c'est les dépenses de santé qui vont augmenter. C'est au niveau sécuritaire, les dépenses de la sécurité qui vont augmenter. Voilà. Donc les conséquences, c'est à tous les niveaux, voilà, sont multiples. L'individu qui commence l'usage de sa substance, malheureusement, les conséquences ne se limitent pas à lui. Il y a lui, il y a son environnement immédiat et il y a toute la société qui subit ces conséquences-là. On est d'accord, aujourd'hui, on peut se le dire, que la toxicomanie est donc on peut les classer dans les maladies. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on aborde le problème de la toxicomanie sous le prisme de la maladie, à défaut de le prendre pour un problème, j'ai envie de dire, on se dit un toxicomane, c'est un délinquant. Est-ce qu'on prend réellement la mesure de la chose? Est-ce qu'on l'aborde sous l'angle qu'il faut aujourd'hui? Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. En 2016, le 30 avril précisément, l'OMS a eu un sommet au cours duquel il était question justement de considérer les drogues, la consommation des drogues comme une maladie à part entière. Parce que jusque-là, la lutte reposait essentiellement sur la répression, oui. Et qui a montré ses limites, justement. Donc, on est depuis lors, et même peut-être avant, dans une logique où la drogue, la consommation de drogue est une maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prise en charge prévaut sur toutes les autres mesures de lutte. Donc, c'est une maladie parce que, comme vous dites, on a longtemps considéré que l'usager de drogue était un délinquant, mais c'est quelqu'un qui a au moins 2 ou 3 visages. Quand il a faim de sa drogue, c'est carrément quelqu'un qui est malade, surtout pour les drogues comme l'héroïne, c'est un état de maladie totale. Et donc, il faut regarder tout ça avec un regard, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'approche basée sur la santé. Il faut regarder ça avec des lunettes du médical, peut-être du social aussi, mais voilà. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que le docteur Diaby vient de dire. Tout à l'heure, il a parlé de la loi, la loi portant répression. Voilà. Et la politique nationale de la Côte d'Ivoire dit qu'il y a 3 axes. Voilà. La lutte contre l'offre, la lutte contre la demande, tout ça dans le respect des droits de l'homme et des conventions. Et tous les États qui ont signé ces conventions ont 5 obligations. Et parmi ces obligations, l'usage reste à l'appréciation du pays. Mais tout ce qui est trafic, tout ce qui est détention, tout cela doit être sévèrement réprimé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, où nous sommes assis ici, l'usage de la drogue est une infraction. Maintenant, le juge pourra qualifier si c'est une contravention, si c'est un délit, ou bien si c'est un crime, ça va dépendre du juge. Mais jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il y a la loi, il a parlé de la loi, il y a une loi qui est en train de circuler, mais ça n'a pas encore été voté. Voilà, jusqu'à ce que peut-être on prenne une loi contraire. Voilà, quand vous êtes usager, voilà. C'est vraiment ce que je suis expert après le tribunal de cour d'appel de Côte d'Ivoire. Voilà, il m'arrive, en tout cas assez fréquemment, de faire des expertises pour éclairer les juges. Parce que le juge, il est dans la neutralité. Quand il prend un usager de drogue, il cherche à vérifier. S'il est dépendant, il est malade, il va à l'hôpital pour se faire soigner. S'il n'est pas malade, c'est vrai qu'il n'a pas atteint le stade de la dépendance, qu'il n'a pas d'autres pathologies, c'est un infracteur.
il va répondre de ses actes. Donc l'injonction de soins se fait encore. Parce qu'il faut interpeller la jeunesse. Jusqu'à ce que la chose change, si on vous prend avec de la drogue, si c'est pour la consommation, vous êtes en infraction. Et vous pouvez subir la rigueur de la loi. Donc, faites très attention à tout ce que vous faites. C'est ce que je voudrais ajouter comme éclairage. Merci beaucoup, docteur. D'ici quelques minutes, nous parlerons des solutions. Quelles solutions pour lutter durablement contre la toxicomanie en Côte d'Ivoire? Pierre nous parlera d'Ahmed l'éléphant, d'un tout autre sujet. On a eu des nouvelles d'Ahmed l'éléphant. Il va nous expliquer tout ça d'ici quelques instants sur NCI. D'ici. Depuis le début de l'émission, on parle toxicomanie avec nos deux invités, Dr Samdi Djebi, médecin-chef, directeur des opérations à la Croix-Bleue, et Dr Koné Adama, psychiatre, psychothérapeute. Comment se soigner? Comment est-ce qu'on peut... quel programme est-ce que l'on propose, par exemple, à la Croix-Bleue? Quel type de soins est-ce que l'on peut proposer pour lutter contre la toxicomanie? Merci. Je pense que l'agencement des soins est normalement la conséquence de toute une politique qui est mise en route. Et il est bon peut-être de commencer par dire que, comme l'a dit le docteur, la lutte contre la toxicomanie s'organise sur 3 axes. Il y a donc la réduction de l'offre, il y a la réduction de la demande et il y a la réduction des risques chez ceux qui sont déjà aux substances. Et donc, à la Croix-Bleue, l'axe sur lequel nous travaillons, c'est la réduction des risques. La réduction de la demande. C'est-à-dire comment donner des soins à l'usager. Comment faire la prévention primaire, c'est-à-dire chez des personnes en âge préscolaire, comme on peut le dire, les préadolescents, pour ne pas qu'ils touchent aux drogues. Comment accompagner les familles parce que l'enfant, tout commence à l'enfance, dans l'adolescence. Et l'enfant a essentiellement 3 milieux de vie, ça on l'ignore souvent. L'enfant a un milieu de vie à la maison, il a un milieu de vie à l'école, mais il a un milieu de vie entre les deux. Quand il n'est pas à la maison, quand il n'est pas à l'école, il est quelque part. Donc c'est un peu sur ces 3 éléments que travaille la Croix-Bleue, c'est-à-dire le traitement, la proposition de soins à ceux qui sont déjà donc, dans le problème, la prévention dans les écoles, dans les milieux vulnérables et tout, et puis le coaching donc, des parents pour dire aux enfants, pour éduquer, pour protéger leurs enfants contre l'usage de drogue. Mais comment ça se passe en termes de traitement? C'est-à-dire que vous enlevez toute substance donc, à l'individu? Est-ce que vous la remplacez par une autre substance? Comment ça se passe? Parce que du coup, est-ce que l'individu sera en manque? Comment est-ce qu'on comble ce manque? Alors c'est très passionnant, je vais vous expliquer. Là aussi, il y a 2 schémas. Hein. Et ça, c'est une classification qui donne, c'est une classification théorique qui dit qu'il y a des drogues de sevrage et il y a des drogues de substitution. Alors les drogues, pour retenir la leçon, c'est très simple. Il faut connaître les drogues de substitution, que sont l'héroïne et le tabac. Le simple tabac est une drogue de substitution parce qu'elle est très, très, très corsée. Il est plus difficile de laisser le cannabis que le simple tabac qu'on vend en bordure de route. Et donc, sur ces 2 axes-là, quand on est dans le sevrage, il y a 3 temps. Alors, l'usager qui vous vient, déjà les demandes de soins sont très tardives, et donc l'usager qui vous vient, il est déjà... Qui fait les demandes de soins? C'est plutôt la famille, l'entourage? Généralement, c'est la famille ou le milieu de travail, ou les personnes qui y retrouvent un intérêt, hein, la compagne,
etc., etc. Et donc, quand ils viennent, ils sont... Parce que la consommation de drogue est un fait qui ressemble un peu à la consommation de la nourriture. C'est-à-dire qu'à force de consommer, l'usager devient quelqu'un qui ne peut se passer de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de la force dans cette histoire. Il faut mettre les choses à leur place. Quand il vient, s'il arrête brusquement sa consommation de drogue, il y a ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, qui est dangereux, qui peut entraîner le pronostic vital. Donc pour ça, dans la première phase, on fait un accompagnement. Déjà, il faut dire qu'en dehors du tabagisme, pour tous les autres types de drogues, il faut faire une hospitalisation. Donc je l'expliquais une fois, parce que le milieu à la maison peut être le problème, parce qu'il peut avoir l'approvisionnement s'il est sur place, etc., etc. Et donc, quand on le prend en hospitalisation, le premier objectif, c'est de prendre en charge le syndrome de manque pour lequel on donne des médicaments. Ce sont des médicaments, dans le cas donc, des drogues de sevrage, qui attaquent pied à pied, parce que la drogue est prise pour quelque chose. On peut prendre la drogue pour bien dormir, on peut prendre la drogue pour bien manger. Donc là, ce sont des médicaments like qui sont validés, qui sont vendus en officine, qui ont moins d'effets secondaires, qu'on donne aux usagers pour remplacer leur drogue. Voilà. Alors, c'est comme la course de relais. Vous voyez, pour prendre le relais, il faut courir d'abord dans le même sens que l'individu. Et puis, la deuxième phase, ce sera la phase de la psychothérapie d'encadrement du traitement. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Je l'expliquais aussi une fois comment faire la différence entre l'envie et le besoin, comment augmenter sa résilience propre à lui-même, etc., etc. Et à la fin de cette phase-là, c'est la sociothérapie, parce que l'individu retourne dans sa société, il retourne à l'école, il retourne en famille, il retourne sur son lieu de travail, il retourne mieux dans le milieu où on vend la substance. Justement. Donc il faut le capaciter pour le rendre plus solide. Mais là, on est dans le cadre théorique où tout va bien, on a un système de santé et de suivi qui marche. Est-ce que, dans la pratique, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour suivre, accompagner les personnes qui sont toxicomanes, et est-ce que surtout les familles ou les cadres professionnels savent vers qui se diriger, ou alors parfois on se trompe et on va aller plutôt voir un guérisseur ou quelqu'un qui va nous proposer une solution traditionnelle en se disant que le mal dont souffre la personne est autre que la drogue? Docteur? D'accord, mais avant de répondre à cette question, voilà, parce que nous avons deux institutions différentes. Et moi, je suis dans l'approche purement psychiatrique. Voilà, et souvent, ce n'est pas forcément la même approche. Voilà. Je conviens à Dr Diaby, la prise en charge est d'abord médicale, psychologique et puis sociale. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer. Je pense que c'est le schéma classique que tout le monde emprunte. Mais la prise en charge va dépendre de il y a plusieurs éléments qui vont conditionner la prise en charge. Voilà. Également, il a dit que la prise en charge, il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Il a parlé du niveau primaire, mais il y a également le niveau secondaire. Et puis la prise en charge, la prévention primaire, secondaire et puis tertiaire. Il a donné les axes. En fonction des axes, il y a plusieurs personnes. Et malheureusement, ce que le Dr Diaby n'a pas dit, nous sommes abandonnés. Parce que tous les ministères, la lutte contre la drogue est coordonnée en Côte d'Ivoire par le CILAD. Le CILAD, c'est le comité interministériel de lutte anti-drogue. Tous les ministères sont dedans. Les femmes sont concernées. C'est des enfants qu'on parle. Je n'ai jamais vu le ministère de la Femme, le ministère organiser une campagne de sensibilisation. Je dis quoi? On pense que c'est une histoire de santé et c'est même pas évident même d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. Ceci étant. On est surtout sur la répression, voilà. Vous avez le sentiment, on met plus de fonds sur la répression. Voilà. En réalité, on est abandonné. Voilà. La répression a montré ses limites. Voilà. Comme je disais, ça dépend. Généralement, la demande émane des parents à l'hôpital psychiatrique. Et quand ils viennent, ce n'est pas la drogue qui est mise en avant. C'est après que mais c'est les conséquences qui sont mises en avant. L'individu est agité, ou bien il a agressé quelqu'un, ou bien il a été agressé. Voilà. Ça peut être les parents, ça peut être l'autorité. Voilà. Quelqu'un qui a s'aimer le trouble à l'ordre public, et on vous demande de le prendre en charge d'office,
Voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, quand l'individu arrive, l'urgence, pour nous, c'est le stabiliser. Parce que généralement, quand ils arrivent, ils peuvent arriver dans un état d'intoxication aiguë ou bien dans un syndrome de sévrage, comme le Dr Diaby l'a dit. Parce que l'effet de manque peut susciter une agitation, peut entraîner une modification du comportement. Donc, quelqu'un peut arriver parce qu'il a un syndrome de sévrage, ou bien il a dépassé une certaine dose, il a un état d'agitation, on l'envoie. Donc, l'urgence, c'est de le stabiliser d'abord. Mais pour répondre à la question de Pierre, Oui. du coup, est-ce que ces traitements-là fonctionnent? Oui, mais je viens, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est la continuité des soins. Et puis, c'est la part de chaque acteur. On a dit le traitement, il doit être médical, il doit être psychologique, il doit être social. Mais si c'est le médecin seul qui est fait, et que le volet psychologique n'est pas fait, le volet social n'est pas fait, les parents refusent de jouer leur rôle. Mais imaginez, quand un parent m'appelle pour dire que mon enfant dit qu'il ne prend pas les médicaments à la maison. C'est vrai, le docteur Diaby, lui, il fait de l'hospitalisation. Nous, maintenant, on a un service spécialement dédié, mon service, à la prise en charge. On fait le traitement ambulatoire, parce qu'on prend des gens aussi, ils sont à la maison chez eux, voilà, et puis on les traite à l'INSP, en ambulatoire. Il y en a qui viennent en consultation externe, à Benjerville. Il y en a aussi qu'on hospitalise. Donc les deux se font. Mais imaginez pour quelqu'un qui est déjà à la maison, tel qu'il a dit. Et puis le parent vous appelle pour dire, mon enfant dit qu'il ne prend pas les médicaments. Et on peut m'appeler à 23h pour ça. Voilà. Les parents se sentent démunis face à la question. Voilà. Mais est-ce que, surtout quand on arrive finalement à rentrer dans ce système de soins, oui. est-ce que financièrement on arrive à suivre? Est-ce que c'est accessible Peut-être que Dr Diaby va parler. Pour une famille lambda qui doit s'occuper d'un enfant centre malade? le plus accessible, c'est la Croix-Bleue, peut-être l'hôpital psychiatrique. Sinon, Bassam, c'est 700 000 francs par mois. Je ne sais pas ça à la portée de combien de personnes. Voilà. Il dit qu'il a 10 lits. Dr Diaby a 10 lits. Je passe sous son contrôle. Hein. Si c'est plus que ça 15 lits. 15 lits. Voilà, 15 lits. Et chez lui, peut-être que c'est un peu bon, parce que la consultation, c'est, je crois, moins de 5 000. Voilà. Benjerville, il n'y a même pas de place. Voilà. Je dis que vraiment, les moyens font... Mais la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Que chaque acteur joue son rôle, à commencer par la cellule familiale. Parce que... Donc les solutions viennent aussi de... Oui, de la famille. Combien de parents aujourd'hui sont capables de me dire qui fréquente leur enfant? Non, on me regarde à la télévision aujourd'hui, qui me disent quels sont les amis de mes enfants. Quand mon enfant n'est pas à l'école, où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Intéressons-nous un peu aux enfants. Il y a juste un point qui m'interpelle dans tout ce que vous dites. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on rentre dans la toxicomanie à cet âge-là, ou est-ce que ça peut venir finalement plus tard? On a l'impression d'avoir que ciblé les adolescents. On n'a pas parlé des adultes. Est-ce qu'on peut dire un mot rapidement dessus? Est-ce que... Oui, je veux dire, j'ai parlé par rapport à l'hôpital psychiatrique. Chez nous, le pic, c'est entre 15 et 24 ans. C'est autour de l'adolescence, avec la curiosité, avec tout ce que Dr Diaby a dit. C'est là que tout se joue. Oui, l'appartenance à un groupe, tout ça. C'est tout cela qui va tirer la curiosité des enfants, qui va les amener à cela. Voilà. Donc il faudrait vraiment que chaque parent joue. On ne demande pas de rester avec l'enfant tout le temps. Mais c'est la qualité du temps qu'on passe avec les enfants qui est important. Il faudrait que les enfants sachent qu'ils sont aimés. Il faudrait qu'on communique avec eux. Oui. Donc il y a aussi un problème de communication, il y a un problème peut-être relationnel. Un problème relationnel, problème de communication, problème affectif. Voilà. Hein? Tout ça, c'est important. Donc la prise en charge, ne pensez pas que la prise en charge, c'est seulement l'affaire des médecins. Hein? L'affaire, non. Le médecin seul, il ne peut pas jouer le rôle du médecin, le rôle du psychologue et puis le rôle du travailleur social. C'est ça. Et l'implication, parce que la prise en charge est tripartite. Si vous voulez, il y a tout le volet médical que nous sommes. Peut-être qu'il y a le concerné lui-même, l'individu. Mais il y a tout l'environnement. Voilà. Et le premier environnement, comme Dr Diaby l'a dit, c'est la famille. Voilà. C'est la famille. Quel est votre regard peut-être éventuellement sur aujourd'hui? On sait que le cannabis, par exemple, dans certains pays, est en train d'être dépénalisé. C'est des drogues qui sont légalisées, accompagnées. Est-ce que on sait que quand on en parle en Afrique, on a le poil qui se hérisse, c'est pas culturel, c'est pas autorisé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un accompagnement, une dépénalisation de certaines drogues pourrait
enrayer cette espèce de problème de dépendance ou de mauvais accompagnement chez les jeunes? D'accord. Moi, particulièrement, on m'a posé cette question et je vais être clair devant les Ivoiriens. La morphine est médicalement utilisée. On n'a pas eu besoin de dépénaliser la morphine. On n'a pas eu besoin de dépénaliser la morphine. Et je dis quoi? Que les transferts culturels, la culturation, c'est une des bases de nos problèmes. Une des bases de nos problèmes. Voilà. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de dépénaliser le cannabis. Voilà. Mais si telle était la politique de l'État, bon, nous allons nous aligner. Voilà. Mais mon point de vue personnel, il y a des drogues qui sont déjà médicalement utilisées, sans être... Alors, je vais vous donner un exemple. En Espagne, en 1982, lorsque le cannabis a été dépénalisé, mais il y a eu une inflation des agressions à main armée. Aujourd'hui, le Canada a dépénalisé. Mais on connaît tous les problèmes que vit aujourd'hui le Canada. C'est-à-dire que essayons de partir au moins de l'expérience des autres, avant vraiment de décider quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. On va parler d'un sujet, d'un tout autre sujet. Souvenez-vous, il y a quelques mois, eh bien, on a eu l'occasion de découvrir un éléphant qui, contre son gré, j'imagine, avait causé pas mal de dégâts, notamment à l'intérieur du pays. C'était Ahmed l'éléphant. Et on a quelques nouvelles, justement. Oui, on a encore des nouvelles d'Ahmed. Donc, figurez-vous, on pensait que le pachyderme star, en fait, qui avait explosé aux yeux des Ivoiriens sur les réseaux sociaux en septembre 2020, avait trouvé un havre de paix du côté d'une Nzi River Lodge, l'endroit où il avait été transféré après sa capture, et un séjour temporaire donc aux eaux d'Abidjan. Donc cette réserve est un établissement non clôturé touristique qui propose des safaris, donc des nuitées en brousse. Donc on se disait, écoutez, finalement c'est peut-être un super endroit pour un éléphant. Sauf que ces dernières semaines, on en reparle encore de Ahmed qui a recommencé à faire des siennes. Donc peut-être que c'est en rapport avec notre sujet de l'addiction. Il est addict à ce comportement, à côtoyer les humains. Donc dans une série de vidéos prises en novembre, on le voit se promener dans les champs où il attaque des plantations de bananes, de papayes. Et les propriétaires de plantations, bien sûr, commencent à donner de la voix encore et être en colère et à se plaindre. Donc l'animal se serait aussi aventuré dans des villages où il a causé des destructions de bâtiments, comme on a pu le voir sur quelques photos. Et certains témoignages, donc quand on parle de l'addiction, affirment que son penchant pour l'alcool, on s'en souvient à l'époque, il allait dans des productions de vin de palme pour boire. On l'avait retrouvé ivre, donc voilà. On a un éléphant qui est peut-être un petit peu toxicomane. Donc voilà. En tout cas, la cohabitation est devenue difficile avec les habitants de la zone, donc qui se plaignent déjà aux agents des eaux et forêts. Et une ONG locale craint que si ça continue, eh bien les habitants ne s'en prennent à l'animal. Donc on espère que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement et qu'on va lui trouver un endroit où il sera finalement en paix. Merci beaucoup, Pierre. D'ici quelques minutes, on va danser, on va s'ambiancer avec les Wheels Boys sur la scène de la télé d'ici. Mais avant, sans transition, direction la pub sur NCI. Soirée à tous sur NCI, dans la télé d'ici, avec Pierre et nos deux invités, Dr Samdi Djebi, médecin-chef directeur des opérations à la Croix-Bleue, et Dr Koné Adama, psychiatre, psychothérapeute. On a parlé tout au long de l'émission de toxicomanie. Et la toute dernière question, comment lutter selon vous? Quelle serait la solution pour lutter durablement contre la toxicomanie en Côte d'Ivoire? Docteur. Merci. Avant de répondre véritablement donc, à votre préoccupation, je voulais faire un petit pas en arrière pour ne pas laisser la question de Pierre avec un point d'interrogation. Qui a voulu quand même qu'on parle un peu de la toxicomanie au niveau des adultes. Effectivement, c'est vrai que la porte principale, c'est l'adolescence, mais il y a des cas
où les personnes deviennent toxicomanes à l'âge adulte. Et ça représente visiblement un dixième des cas, environ 10% de cas où on rentre dans la toxicomanie étant déjà adulte. Et ça s'explique par plusieurs choses. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Il y a que notre vie repose sur des piliers. Et quand il y a une rupture d'un de ces piliers, directement, c'est la toxicomanie. Le pilier familial, les annonces de diagnostics difficiles. Quelquefois, vous avez des couples qui sont sérodiscordants, comme on dit. Monsieur est positif ou c'est madame et l'autre ne l'est pas. Et l'annonce de diagnostics comme le cancer, la perte de personnes très chères, ça peut entraîner, ça peut nous emmener à l'addiction. Et il y a d'autres choses, le pilier relationnel. On est incompris dans sa société, le pilier professionnel qui commence déjà par l'équilibre, on pense qu'on n'est pas bien payé, on pense qu'on a tous les problèmes, etc., etc. Et tout ça, ça peut entraîner les adultes, sans oublier que, vous voyez, une drogue comme la cocaïne, c'est la drogue de la quarantaine, comme on dit. Il y a le rayonnement personnel, on veut travailler plus que tout le monde, on veut faire ses preuves devant le patron et on prend des stimulants, on prend des excitants, etc., etc. Et puis, on le dit, l'alcool, c'est la drogue des dames, parce que les femmes, elles ont plusieurs journées, comme on dit. La première journée, c'est la journée de travail, mais après, quand elles rentrent à la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du mari, il faut faire la nourriture et tout. Et pour elles, c'est peut-être un petit stimulus. Donc, on dit que c'est la drogue des femmes. Donc les adultes sont aussi bien concernés. Voilà. Et comment on lutte finalement chez les adultes? Alors la lutte en 30 secondes. Se profile comme la drogue vient, on va dire tout simplement. Mais dans tous les cas, on a parlé tout à l'heure de la validation des drogues dans certains pays. Je pense qu'il y a un seul élément de central dans cette affaire. Quel que soit ce qu'on pense d'une drogue, les méfaits que cette drogue entraîne demeurent. On peut dépénaliser une drogue, mais ce n'est pas pour autant qu'on lui a enlevé ses effets pervers, qu'on lui a enlevé sa dangerosité, qu'on lui a enlevé tout ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, la lutte contre la drogue a plusieurs pieds, on va dire. Il faut déjà que la famille s'implique. Ça, c'est très important. Il faut déjà que la famille s'implique. Éduquer un enfant, ce n'est pas lui permettre tout. Éduquer un enfant, l'enfant a besoin de 3 choses. Des soins, de l'amour, mais de la rigueur. On peut aimer ses enfants, on peut les chérir, mais quand il vient le moment de taper sur la table, il faut que l'enfant puisse comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Ensuite, après la famille, on peut remonter au niveau donc, des décideurs. Et là, pour nous, aujourd'hui, on ne va pas divaguer, il faut focaliser sur les lois. Il faut focaliser sur les lois, voilà, l'injonction thérapeutique. Il ne faut plus faire de la répression parce que ça ne donne absolument rien. Il faut voter les lois dans le sens de pouvoir faciliter cette lutte-là. Et puis après, c'est le côté médical, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, c'est l'approche basée sur la santé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler de soi-même. Notre pays, la Côte d'Ivoire, souffre de l'absence d'un centre complet, d'un centre accessible. Quand je parle de centre complet, un centre où le package global... Vous savez, les usagers de drogue ne sont pas des malades, ce sont des demi-malades. Ils n'en sont même pas. Ce sont des personnes qui ont juste une déviation comportementale. Il faut penser, il faut réfléchir à un centre qui est adapté. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un centre, c'est vrai, où on fait les soins, mais un centre pourvu d'une bibliothèque, un centre pourvu d'une salle de sport, un centre pourvu d'une piscine, un centre pourvu d'une bibliothèque, etc., etc. Donc aujourd'hui, des centres adaptés et puis des centres adaptés. Pour eux, c'est un milieu de vie, parce que l'accompagnement de l'usager, ce n'est pas 3 jours de clinique après une appendicite, c'est une refabrication de l'individu et ils ont besoin d'un milieu où ils peuvent rester longtemps, où on peut induire
ce changement de comportement. Merci beaucoup, docteur. Rapidement, en 30 secondes, vraiment. 30 secondes, Oui, d'accord. Donc, je prends 15 la secondes. solution, la solution. D'accord, je prends 15 secondes concernant ce qui concerne les adultes. Je pense qu'il y a les événements de vie qui peuvent vraiment plonger les adultes dans l'addiction. Nous avons traversé la guerre, mais on n'a pas fait l'état des lieux. La guerre a poussé des gens dans les addictions. La Covid que nous vivons présentement, tout ça, ce sont le stress, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent vraiment entraîner une certaine vulnérabilité chez certaines personnes. Maintenant, concernant la prise en charge, voilà, pour moi, c'est la prévention. Donc pour vous, la solution, ce serait la prévention. C'est la prévention. Retourner à nos valeurs culturelles. D'accord. Moi, c'est cela. Parfait. Après cela, tout le reste, on pourra ajouter. Je suis d'accord avec tout ce que le Dr Diaby a dit, mais la prévention et puis le retour aux sources. Je suis d'accord avec vous aussi. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Koné Adama, d'avoir été avec nous sur le plateau de la télé d'ici. Merci beaucoup, docteur Samdi Djebi, d'avoir été également sur le plateau de la télé d'ici. Merci beaucoup, Pierre. Merci, à demain. À demain. On remercie également le lycée moderne Le Bon Samaritain de Koumassi et le lycée moderne de Koumassi de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis en espérant avoir répondu à un maximum de questions que vous vous posiez à la maison. Et comme le veut la tradition, à chaque fin d'émission, on s'ambiance, on en profite et ce soir, on va danser. On a la chance d'accueillir les Real Boys, créés en 2014. Ils ont plus d'une trentaine de spectacles à leur actif. Les Real Boys sur la scène de la télé d'ici, c'est maintenant. On se retrouve demain, 18h40. Belle soirée à tous sur NCI. Dance. Okay. Même pas une peur, ça ne fait que commencer. Y'a beaucoup de vendeurs au marché, mais c'est qui est sujet des roues à faire. La bénédiction ne peut ne pourra rien changer à la destinée de Yahoo. Lève-toi, bats-toi, celui qui danse c'est pour lui qui fait. Aïe. J'ai dit. Ici, c'est la joie. Qu'est-ce que tu fais ? Bravo! C'était les Real Boys dans la télé d'ici. Bravo à vous les gars, vous avez assuré. Bravo.